Ok, bah c'est bon, ça rigole. Ouais, ok, c'est bon, ça rigole. Ok. Alors, yo tout le monde. Deuxième cours C++ sur je sais pas combien, peut-être 4. J'avais prévu 4, mais j'avais un peu sous-estimé en fait le temps qu'on avait premier cours. Du coup, ben, le premier cours, en fait, on a fait deux cours en un. Alors, il n'y a pas les conditions. Qu'est-ce que tu dis? Enfin bref. Alors aujourd'hui, on va voir la programmation orientée objet, donc les classes quoi. C'est un élément super important en C++ et c'est un peu le but du langage. Premier abord, alors non. Alors je vais juste refaire un main vite fait. Hop. Voilà. Non, c'est un int. Ok. Alors du coup, les classes en C++, c'est pas super compliqué à faire. La syntaxe se rapproche plus ou moins du C# ou du Java. On commence par mettre classe. On met le nom de la classe. Donc moi, par exemple, j'écris une classe, je sais pas, personnage. Hop. Alors là, où ça va différer comparé au C# au C++, enfin au Java, excusez-moi, c'est qu'on va pas par exemple faire public, void, coucou, etc. On fait pas ça en C++. En C++, en fait, on va faire des espèces de catégories. Par exemple, là, je vais mettre public 2 points. Et tout ce que je vais mettre ici, ça va être en public. Donc là, je peux mettre par exemple une fonction. Donc void, je sais pas, marché. Je peux mettre une variable, int, hp. Et tout ça sera en public. Et si on veut que ce soit par exemple private, bah on met private. Et tout ce qu'on mettra là, donc par exemple, je sais pas, mana, énergie, ce sera en privé. Pareil pour les fonctions. Et on a aussi, comme en Java et en C#, le protected. Si on veut avoir des variables et des fonctions accessibles que par les enfants, mais pas par le reste des classes et des fonctions. Ouais, c'est ça. Du coup, le int là, c'est un membre de ma classe. Donc par exemple, là, je peux créer une variable de type personnage. Et je peux dire par exemple personnage, vu qu'elle est en public, je vais mettre hp est égal à 20. Et je pourrais aussi appeler ma fonction marché. Ouais, c'est ça, Alexa. Pas besoin de mettre public, 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 privé, etc. Donc là, si j'essaie par exemple de faire personnage.mana est égal 20, je vais avoir une erreur. Et là, l'erreur, ce sera mon personnage mana est inaccessible. Ça c'est les bases de la syntaxe. Alors, on peut faire un exemple pratique. Par exemple, un personnage qui va prendre des dégâts. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est mettre ça en privé. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Par exemple, faire une fonction dégâts, genre prendre dégâts. En paramètre, on peut mettre par exemple le nombre de dégâts. C'est ça, ouais. Tu te fais des getters. Par exemple, si je veux récupérer ma vie, là, je ferai un get HP. Return HP. Alors le const ici, j'expliquerai plus tard, je vais l'enlever pour vous. Mais du coup, ouais, tu te fais des getters comme ça avec des fonctions. Et je peux faire après un set HP. Alors là, du coup, je peux avoir par exemple une fonction. Enfin, je peux dire par exemple HP moins égal nombre de dégâts. Donc du coup, on va enlever tant de dégâts à notre variable HP. Et on va pouvoir utiliser ce qu'on avait vu au premier cours, c'est les constructeurs. Comme les structures, ça marche aussi avec les classes. Parce que en C++, une structure et une classe, c'est la même chose, mais vraiment la même chose. Donc là, je peux mettre par exemple ça, un constructeur, et je dis par exemple de base, HP est égal à 100. Et du coup, tous les objets personnages, ils auront de base 100 d'HP. Du coup, si j'essaye de faire personnage.prendre dégâts, par exemple 20, et que j'essaie de print la vie en faisant personnage get HP, là je devrais avoir 80. Donc on va tester. Alors, les structures, l'intérêt c'est en fait c'est juste préférence. Perso, moi je fais les structures pour quand j'ai genre par exemple des données, mais genre je vais pas avoir de fonction dessus pour modifier. Mais sinon, en général, bah en fait tu peux utiliser des classes tout le temps ou des structures tout le temps. Et là voilà, j'ai bien 80. Alors, ouais, tu vois, là je peux mettre structure et ça va compiler et tout, ça va faire exactement la même chose. Alors attends, j'ai mis un F en trop ici.
Ouais, c'est ça. En gros, les structures, on les garde pour les données très simples comme ce qui en C, ouais. Et là, le code va faire pareil, 80. C'est vraiment la même chose en C++, une structure, une classe. Alors maintenant, on va voir l'héritage, ce qui est quand même un peu la base de la programmation orientée objet. Donc, imaginons par exemple, je vais avoir une classe de base entité, entity, qui a par exemple en variable membre des points de vie. Comme ça, toutes mes entités auront de la vie. Je peux directement lui foutre le constructeur pour que par exemple toutes les entités ont 100 de vie de base. Ouais, c'est ce que tu voudras faire là. Pour l'instant, je fais tout dans le même fichier parce qu'on n'a pas encore vu les headers. Hop. Et donc là, par exemple, du coup, la syntaxe pour dériver une classe, c'est juste on fait 2 points. Et là, alors on va mettre public, j'expliquerai pourquoi après. Et le nom de la classe. Et là, du coup, maintenant, personnage va hériter d'entity. Donc je peux enlever ça. Je peux monter ça en haut. Le getter. Pareil pour la fonction prendre dégâts. Je peux monter ça en haut. Vu que j'ai envie que toutes les entités puissent avoir des dégâts. Ouais, c'est ça, le key, c'est comme ça. Et du coup, là, le code, il va compiler, il va fonctionner pareil. Donc, hop, F5, et voilà. Et voilà, 80. Alors, maintenant, alors pourquoi ici on met public? Alors en gros en C++, il y a un truc assez bizarre, mais qui peut servir comparé aux autres langages en PO, c'est qu'on peut faire de l'héritage privé, en mode vous pouvez hériter d'une classe sans que les autres classes sachent que vous héritez de cette classe. Alors l'intérêt, je sais pas, jamais utilisé, mais c'est possible. Mais donc en gros, vous allez tout le temps mettre public, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à dériver d'une classe en privé. Parce que ça va juste au fait créer des bugs, parce que vous allez essayer d'appeler des fonctions où vous n'avez pas le droit. Et ça peut vraiment faire chier. Du coup, en général, on met tout le temps public. Alors maintenant, je vais montrer les fonctions virtuelles. Alors en gros, les fonctions virtuelles, c'est des fonctions qu'on peut override, c'est-à-dire remplacer dans les classes enfants. Par exemple, si j'ai une fonction, alors, ouais non, je vais pas faire ça. Allez, si j'ai par exemple une fonction qui va retourner le nom d'entité. Donc par exemple, là, je peux mettre getNom et je peux par exemple return entité. Alors je vais mettre un conscar, j'expliquerai ce que c'est ça parce que je crois que je n'ai pas expliqué. Et du coup, si je fais personnage getNom et que je l'affiche, ça devrait m'afficher entité. Voilà. D'abord avec l'accent buggé parce que c'est la console Windows. Du coup là, si j'ai envie par exemple pour que ma classe personnage, elle, quand on appelle getNom, ça retourne, je sais pas, au joueur par exemple ou personnage, et ben on peut override la fonction. Alors pour override une fonction, vous réécrivez le type de retour, le nom, exactement la même chose. Et il faut que la fonction elle soit déclarée en tant que virtuelle, avec un petit virtual devant comme ça. Si vous n'avez pas ça devant, vous pouvez pas override une fonction. Et ici, vous ajoutez un petit override ici, à la fin quoi. Et du coup là normalement, si vous compilez, hop, on devrait avoir personnage d'afficher. Et voilà, on a bien personnage. Alors le virtual là c'est comme en C#, et en Java je me rappelle plus comment on fait. Ah j'ai trouvé désolé. Si je dois répéter, dites-le moi, comme ça je répète. Mais voilà, du coup c'est comme ça qu'on fait des fonctions virtuelles, donc des fonctions qu'on peut override dans les classes enfants. Ah oui, oui, c'est vrai, ça y avec la notation, ok. Ah, est-ce qu'il y en a, ils sont perdus là? Je peux répéter. J'ai expliqué ça juste après, Alexa. Je vais d'abord être sûr que tout le monde a compris au moins ça. Ouais, c'est un pointeur. Ouais, c'est ça. En gros, les strings, il n'y a pas de string de base en C++. Du coup, le conscar, en gros, c'est juste un pointeur vers un bloc de caractères. Il sert à quoi le... Ah! Alors, en gros, ça, c'est des blocs. En gros, si tu veux,
Là, si je mets public 2 points, tout ce que je vais mettre après comme fonction, variable, etc., elles seront publiques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir y accéder autre part. Ah, Python, je sais pas, j'ai pas fait de classe en Python, peut-être. Et là, par exemple, tu vois, là, j'ai mis HP en private, et du coup, si j'essaie d'accéder aux HP non perso en faisant personnage.hp, par exemple, égal à 20, et ben, il va me dire non, c'est inaccessible. En gros, ça sert à ça. C'est pour, du coup, éviter d'avoir des fonctions ou des variables que tu veux pas que d'autres classes y accèdent, qui soient accessibles et que, du coup, ça peut causer des bugs. Alors, le étoile, en gros, Alexa, c'est un pointeur. Alors, ouais, Lucky l'a expliqué. J'expliquerai plus tard les pointeurs, je pense, dans un autre cours, parce que c'est vraiment assez complexe à prendre en main. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la PO. Alors maintenant, je vais montrer les headers, parce que c'est super important aussi en C++. En gros, là, tout ce qu'on a fait, c'est que dans un seul fichier, que j'ai appelé tuto.cpp. Ah, t'as pas compris quoi dans la fin du code? Ici? Cette partie-là, tu veux que j'explique? Ok. En gros, là, tu vois, je crée une variable de type personnage, donc c'est ma classe que j'ai créée ici, qui dérive de la classe entité. Je lui fais prendre des dégâts, en appelant ma fonction prendre dégâts à 20. Donc ma fonction prendre dégâts, tu vois, elle est là. Elle fait juste HP moins égal à nombre de dégâts. En gros, t'enlèves du coup, par exemple, à 20 aux HP. Et de base, les HP, ils sont mis à 100. Parce que dans le constructeur, en gros, le constructeur, c'est la fonction qui est appelée quand ton objet est créé. Et bah là, on dit que HP de base est égal à 100. Et après, là, j'affiche tout simplement le nom du personnage. Et ça, c'est juste pour pas que Windows ferme mon programme instantanément. Est-ce que t'as compris? Comment ça? Là, ce que je montre, c'est juste un exemple. Pour montrer la PO. Ah oui, là, oui, j'ai pris l'exemple d'un jeu parce que c'est ce que je bosse sur ça, tu vois. La PO, c'est la programmation orientée objet. C'est du coup le fait d'utiliser des classes, etc. pour ton code. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai une classe entité avec une classe personnage et ma classe personnage dérive d'entité. Ah oui, après, si t'as pas les bases APO, alors ouais, j'ai pas trop les expliquer là. Mais si t'as fait si tu fais du C# ou du Java, t'en as sûrement déjà fait. Ouais, c'est ça en gros la PO. En gros, c'est t'as un objet, c'est t'as des objets qui représentent des choses concrètes. Par exemple, un objet entité, un objet personnage, un objet joueur, ennemi, etc. Tout ce que tu veux. Et tu décris des liens de parenté avec ces objets en gros. Ah, alors, ouais. Alors en C++, oui, on fait pas de new comme en C# et en Java. Et je vais expliquer pourquoi, mais en gros, le new, c'est de l'allocation dynamique en C++. Vous allez allouer de la mémoire dynamiquement. Et du coup, là, ça va nous retourner en fait un pointeur vers là où la mémoire était stockée. Et en fait, en C++, on peut directement allouer, créer un objet comme ça en fait. Et ça va le créer dans ce qui s'appelle le stack. Ouais, c'est ça, c'est un malloc le new. Alors j'expliquerai dans le prochain cours ce que c'est le stack, la mémoire, les pointeurs, etc. Mais en gros, en C++, on peut directement créer un objet comme ça sans new. Mais le prochain cours, j'expliquerai parce que là, c'est sûrement un petit peu flou. Ok, donc là maintenant, je vais vous montrer ce que c'est les headers du coup. En gros, les headers, c'est un peu vu que le C++ est vieux quand même. Et vu qu'il est vieux, et ben on a un système de merde pour gérer du coup plusieurs fichiers. Parce que là, du coup, tout notre programme est dans un seul fichier. Mais le mieux, je pense, c'est d'avoir par exemple un fichier à part pour l'entité et un fichier à part pour les personnages. Donc on peut faire ça. Donc si j'essaie de créer un fichier, hop, par exemple, je vais créer un fichier entity.cpp. Je vais déplacer tout mon code entité dedans. Ouais, on a des namespaces en C++. Je peux en faire un si tu veux. Namespace, hop, genre je peux l'appeler, je sais pas, mon jeu, hop. Et du coup, quand tu voudras utiliser des éléments de mon jeu, tu feras juste mon jeu de point personnage, par exemple, ou etc. Du coup, là, j'ai ma classe entité, que je mets dans entité.cpp. Et là,
le problème c'est que du coup on va pas pouvoir y accéder. Parce que le compilateur il a aucune idée de ce que c'est la classe entity, où elle est. Et du coup ce qu'on fait nous c'est qu'on utilise des headers. Donc en gros c'est des fichiers .h, vous avez forcément déjà vu ça. Donc je vais en créer un entity.h. Et en gros là-dedans, le but c'est de mettre du code, c'est juste de mettre en fait notre classe, pas le code de la classe, mais genre la déclaration de la classe. En gros la déclaration si vous voulez c'est tout ça sans le code. En gros on dit qu'on a une classe entity avec un constructeur, une fonction comme ça, une fonction comme ça, une fonction comme ça et une variable comme ça. Donc je vais montrer, parce que là c'est un peu flou quand même. Mais en gros, hop, dans un point H, typiquement vous avez ça en C++. On met en fait vraiment juste ce qu'il y a comme fonction, leur type, leur attribut, donc l'attribut c'est virtual ou autre. Et voilà. Et dans le point CPP, et bah là, on fait un include. Ouais, c'est ça, c'est là où on met les signatures. Entity.h. Et en gros là, le include en fait, si vous voulez, il fait un copier-coller bête. Donc il va copier-coller. Il va. Alors juste enlever namespace. Il va juste copier-coller. Et du coup là, le compilateur va savoir qu'il y a une classe entité. Et là du coup, on va enlever tout ça. Et si on veut faire. Et du coup là, pour implémenter les fonctions, on a cette syntaxe là, C++. Hop. Donc vous mettez juste votre fonction, même signature, donc type de retour, nom pareil, et vous mettez juste le nom de la classe 2 points devant les noms. Et après vous pouvez faire le code. Et voilà. Et du coup là, en gros, ça c'est la difficulté de la programmation orientée objet en C++. Mais en gros on doit séparer les déclarations des définitions, donc là où il y a le code quoi. Ouais c'est ça, le point H c'est comme une interface. Le point H on dit alors il y a cette classe qui existe, elle a ça comme fonction, ça comme variable, et le point CPP, bah, c'est là où est stocké le code en fait. Et du coup, si je vais utiliser ma classe entité dans un autre CPP, par exemple le tuto.cpp, je faisais juste include entity.h, et là il va savoir du coup qu'il y a une classe entité. Mais il a pas besoin de savoir le code exact, ça on s'en fout. Il sait juste qu'il y a une classe entité avec telle fonction, et ensuite le compilateur, quand il va compiler, il va faire le lien avec les autres .cpp. Et là du coup si je compile, j'ai une erreur. Ah oui, hop, faut que je lève le corps de la fonction. Hop. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui. Ok. J'ai oublié d'implémenter constructeur. Alors le constructeur aussi, il faut l'implémenter. Hop, comme ça. Ça, c'est une fonction de constructeur, donc il faudra toujours lui donner un corps. De base de C++, ils ont fait un, donc en fait, on peut vraiment même l'enlever, si on n'a pas besoin. Et si on a besoin, bah du coup c'est comme une fonction normale. Donc, là, du coup on en a besoin pour nos HP. Hop, et donc si je compile et que je lance, je devrais avoir exactement le même résultat que la dernière fois. Hop, personnage. Sauf que là, du coup, bah, on a séparé notre classe dans d'autres fichiers, et du coup, le code est plus propre parce qu'on se retrouve plus avec un seul gros fichier. Donc ça, c'est comment on utilise les headers. Alors après, les headers, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. On peut faire plein de trucs avec, mais la principale utilité, c'est de pouvoir avoir des déclarations de classes pour qu'on puisse utiliser des classes qui sont stockées dans un fichier dans un autre, en fait. Et ça marche aussi avec les fonctions et les variables. Par exemple, je peux avoir juste une fonction coucou qui est définie ici, enfin qui est déclarée pendant ici. Donc en gros, on dit juste au compilateur qu'il y a une fonction coucou, et on lui donne pas le code, on dit juste qu'elle existe. Du coup, on peut l'appeler où on veut, à partir du moment où on include entity.h. Et par exemple, on peut mettre son code ici, par exemple. On peut le mettre où on veut, du moment qu'on include entity.h. Et par exemple, on dit coucou, ça affiche coucou. Il faut que j'include la librairie qui gère les entrées-sorties. Hop. Et donc si je lance, du coup, on devrait avoir personnage, et puis ensuite un coucou, voilà. Ah non, coucou et ensuite personnage, oui. Donc les headers c'est vraiment très pratique du coup si on veut avoir plusieurs fichiers dans son programme, au lieu de tout mettre dans un seul fichier. C'est le seul moyen d'ailleurs de gérer ça en C++. Plus trop avec... alors, si. En C++ 20, donc en gros si vous voulez, le C++ il a plusieurs versions. Chaque 3 ans il sort une nouvelle version. Donc il y a eu le C++ 11, 13, non. C++ 11, 14, pardon, 17. Et là on est C++ 20. Et ils ont rajouté en fait un système de modules un peu comme en C# ou en Python. Mais là je vais pas vous le montrer parce que je sais pas l'utiliser. Et ça a l'air pété en fait, donc bon. Donc on doit encore traîner ce fichier, ces fichiers .h, etc.
Mais peut-être un jour, bah, il y aura plus besoin de ça, en fait, et du coup, le compilateur, il sera assez intelligent pour savoir qu'il y a une classe ici dans les points CPP. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est les leaders. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'ai encore trop vite, putain. Ouais, c'est pas pratique du tout. Ah, t'as pas compris quoi, je peux répéter. Parce que j'étais allé ouais, trop vite encore. Attends, j'ai répété au cas où les headers. J'ai essayé d'aller moins vite. En gros, tu vois, les headers killer, c'est des fichiers où tu vas mettre les déclarations de tes classes, tes fonctions, tes variables. Une déclaration, en gros, c'est juste, tu donnes l'information au compilateur que t'as genre une classe, par exemple, entity qui existe, qu'elle a telle fonction, bah, elle a telle fonction quoi, avec telle variable membre, mais tu mets pas de code en fait. Le seul but de ce fichier, c'est d'informer le compilateur que cette classe existe et qu'elle a ça comme fonction. Et en gros, quand il va compiler, le compilateur, lui, il traverse que les fichiers .cpp. Et du coup, il sait pas par exemple qu'il y a une classe entity qui est dans entity.cpp quand il compile tuto.cpp. Et vu qu'on utilise notre classe entity ici, et bah c'est un peu pété. Du coup, ce qu'on fait, c'est que pour faire le lien, on utilise des headers. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai inclus entity.h dans mon tuto.cpp. Et du coup, le compilateur, il sait qu'il y a une classe qui s'appelle entity avec telle fonction. Donc il sait qu'il y a cette fonction-là. Et du coup, je peux l'utiliser. Et une fois qu'il va compiler, il va savoir après que le code est stocké ici. Et il va faire le lien, etc. Et c'est comme ça, du coup, que tu gères plusieurs fichiers en C++. J'ai jamais fait JavaScript comme ça, du coup, je pourrais pas dire si c'est la même chose. Mais peut-être. Ouais, bah ouais, c'est le seul moyen, si tu veux, d'avoir plusieurs fichiers dans son projet. Sinon, tous les points CPP hein, de base, ils savent pas ce qu'ont les autres. Donc c'est vraiment ouais ça qui permet de faire le lien entre tous les points CPP. C'est C++, ça reste du C++ normal. C'est juste on lui donne un nom, enfin une extension différente. Mais ça reste du C++, ouais. D'ailleurs, tu peux même mettre du code si tu veux. Genre, tu vois là, mon get HP, c'est tout con, je return juste HP. Mais ce que je peux faire, tu vois, si tu veux, ce qui est mieux d'ailleurs, c'est que je peux directement faire enfin directement mettre le code de la fonction ici. Ça va marcher. Alors après, perso, je déconseille de faire ça pour les grosses fonctions parce que ça devient un peu le bordel et vous allez allonger les temps de compilation. Parce que l'uniclus, ça reste un copier-coller bête, donc plus il y a de trucs à copier, plus ça va prendre du temps. Et on peut aussi avoir des problèmes avec ça. Ouais, t'as le point HPP aussi. Moi, j'utilise pas parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est ce qu'il faudrait utiliser en C++, le point HPP. C'est le standard. Enfin, le standard, il y en a pas trop, mais c'est quasiment le standard en fait. Ok. T'as pas d'autres questions du coup, Killer? Peut-être, ouais. Tu peux mettre du code dans le point H, ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Quand la fonction est courte, comme ce que j'ai montré là, tu peux quasiment mettre le code dans le point H, ce sera plus rapide. Ouais, après tu pourras pratiquer après, parce que là ça reste quand même de la théorie ce que je montre. Faudra que tu pratiques après, je pense que tu te rendes compte de comment ça marche, etc. Alors là, par contre, on a fait le tour déjà de la base, de la PO. Ah si, attends, je pourrais vous montrer un autre truc. Alors, en C++, alors, peut-être il y a d'autres langages qui font ça, je connais pas. On peut faire de la multi-inhéritance. En gros, vous pouvez avoir une classe qui dérive de plusieurs classes en même temps sans problème. Donc je vais montrer. Alors, il y a ça peut énormément servir. Hein. C'est bizarre, mais ça peut énormément servir. Donc par exemple, je peux avoir une classe. Ouais, alors les interfaces n'existent pas, mais on peut en faire avec ça. En gros, une interface, si tu veux. Si j'ai suivi la route de freeze. Ah putain, voilà. Je peux avoir. Ouais, non, il y a pas d'interface, Lexa, tu vois. En gros, regarde. Si je veux faire une interface, genre mon interface. En gros, en C++, ça équivaut à ça, une interface. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que je montre les spécifiés. Ouais. Donc 2, etc. Alors, en gros,
virtual, donc c'est pour dire que notre fonction va être override sur les enfants. Et le égal 0, en gros, vous allez dire au compilateur qu'il n'y a pas de code. Et du coup, les enfants de la classe, ils seront obligés, et je dis bien obligés, si vous le faites pas, vous allez avoir une erreur. Ils sont obligés du coup d'implémenter les classes, enfin les fonctions, pardon. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait une interface en C++. Et du coup, là, si je veux, je peux faire hop, mon interface. Mais aussi, je peux complètement hériter d'une autre classe, genre je sais pas, blabla, hop, voilà. Comme ça, hop. Et on peut hériter de tout ce qu'on veut et il n'y a pas de limite. Alors, les interfaces killer en PO, alors c'est dur à expliquer là, putain, mais en gros, si tu veux, c'est pour en quelque sorte faire. Ouais, j'arrive pas trop à expliquer ça, mais en gros, c'est pour faire une promesse, je sais pas trop comment expliquer ça, une promesse, ouais, que telle classe va avoir telle fonction d'implémenter, parce qu'elle est obligée parce qu'elle est obligée en fait par le compilateur qu'elle ait ces fonctions-là, tu vois. Peut-être Lucky va réussir à t'expliquer ça. Moi, j'arrive pas, hein, je galère à expliquer ça. Parce que ça reste très abstrait comme truc. Alors, attends, je vais voir. Ah oui, bon. Il est quelle heure? Ok, ok. Ouais, je peux te démute, attends. Hop, tiens. Vas-y. En fait, dans tes véhicules, tu vois, tous les véhicules vont être définis par des roues, un moteur, admettons, mais pas forcément du coup pour le moteur, tu vois. Et en fait, par exemple, quand tu vas faire ton véhicule et que tu vas avoir besoin d'avoir des véhicules à essence, tu vois, où tu vas devoir faire le plein, et que tu as par exemple, admettons, tu as un vélo et une voiture, ok, et tu veux faire le plein. Ben, en gros, le truc, c'est que tu vas pas le mettre directement dans ta classe, tu vas passer par une interface où tu vas faire une fonction qui fait le plein. Et du coup, tu vas implémenter l'interface dans les classes où tu en auras besoin. Et en fait, ça permet juste de factoriser ton code en fait. Ça t'évite d'avoir une fonction qui sert à rien dans tes fonctions abstraites, enfin dans ta classe supérieure. Ah, je sais pas trop comment expliquer, mais en Java en gros ça marche comme ça. Je sais pas trop en C++, mais Ouais, c'est la même. ok. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, le vélo c'est considéré. Par exemple, tu as une voiture, un vélo, un camion. Euh, Bah, tu vois, si tu as besoin de faire le plein, ton vélo, tu vas pas faire le plein dans ton vélo. Par contre, dans ta voiture et ton camion, du coup, oui. Donc tu passes par une interface. Voilà. Alors, j'ai encore ce stimuler. Je vais peut-être expliquer un peu trop vite, putain. Alors, si vous voulez, si personne a de questions ou autre, on peut commencer à voir les pointeurs. Alors, ça va être chaud par contre. Du coup, oui, bah c'est bon. Par contre, je peux expliquer les pointeurs si vous voulez. Ça va être un petit peu chaud, mais vu le temps qui reste, en vrai, ça sera assez pour expliquer les pointeurs. Je vais faire le ménage, hop. C'est qui spam des Coroco là? Ouais, là, je vais essayer d'aller doucement parce que les pointeurs c'est chaud quand même. Alors, les pointeurs. Je vais faire un schéma. Ça va être plus simple. Donc, super logiciel de dessin d'ailleurs. Je suis un graphiste pro. Vous avez besoin de moi. Alors, ça c'est de la RAM. Donc c'est votre RAM, votre barrette de RAM. La RAM, c'est juste une grosse liste de 0 et 1. Alors attends, hop. Ok, oui, bon. Si Paint va pas crash, s'il te plaît. Et en gros, dans la RAM, on peut stocker des données. Donc c'est des variables. Par exemple, là, je vais essayer de... Je vais déclarer une classe int, par exemple, A. Une classe int, une variable, pardon, int A, qui est égale à 20.
Donc dans la RAM, du coup, le langage va faire, c'est qu'il va vous allouer un petit espace mémoire. Alors, hop, bon. Voilà, on va dire ça, c'est un octet. Ça, c'est un octet. Le partage à bug? Ça arrive avec mon PC parfois, donc s'il a bug pour tout le monde, je le restart. Ah, ok. Alors, là, on va dire par exemple, la RAM, bah oui, du coup, c'est genre des cases de octet par octet. Je simplifie le truc, hein, c'est sûrement pas ça, j'ai pas trop envie de savoir ce que c'est en détail, moi. Et en gros, bah du coup, la RAM, on peut avoir ce qu'on appelle des adresses pour accéder à un emplacement de la mémoire. Par exemple, IRL, nous, on utilise des adresses, genre votre adresse où vous habitez. Et bah ici, on va juste utiliser un nombre. Donc le début de la RAM, c'est 0. Le fin de la RAM, bah du coup, genre, si vous avez une RAM de 4 Go, et bah du coup, la fin, bah ce sera 4 Go. Voilà. 4 Go représenté en nombre. C'est tout con, mais c'est ça. Alors du coup, imaginons que j'ai mon int A qui est stocké au 0. Alors là, ça c'est un octet. Donc un octet c'est 8 bits. Donc 8, 0 et 1. Bah du coup, mon objet A, il va prendre tout ça. Il va prendre les 4, parce que un int, c'est 4 octets. Imaginons par exemple, genre, là du coup, là j'explique en gros la mémoire. Et en fait, un pointeur, c'est tout simplement une variable qui pointe, en gros, qui stocke l'adresse de la variable. Donc là, elle va stocker 0. Du coup, dans l'exemple ici, j'ai ma variable A qui est égale à 20. Et je peux créer une variable pointeur de int. Donc en gros, une variable qui va pointer vers un int B qui est égal. Alors là, la syntaxe pour obtenir un pointeur, enfin en gros l'adresse d'un objet, c'est le petit e et a. Voilà. Et là, du coup, si vous essayez de printer B, vous allez obtenir une adresse. Ok, oui, bon. Voilà. Ça, c'est l'adresse. Donc là, en gros, ma variable A, elle est stockée à cette adresse-là dans la RAM. Et du coup, donc c'est l'hexadécimal, hein, mais ça équivaut à un nombre. Et du coup, l'intérêt de faire ça, c'est que, en fait, imaginez, vous avez envie de, je sais pas, vous avez une variable A, vous voulez la modifier. Mais du coup, de base, en C++, vous allez avoir une petite fonction, par exemple, modifier A, qui prend un int, du coup, A en paramètre, et vous voulez modifier A pour que A soit égal, je sais pas, à 80. Et bah, si on fait ça et qu'on l'appelle modifier A, donc on peut s'attendre à ce que, bah, du coup, A devienne 80, hein, ce qui est logique. Mais ça peut être le cas. A, alors oui, faut peut-être que je prenne A quand même. Ouh oui, hop, faudra que je monte aussi le debugger, tiens, j'en ai pensé. Comme vous voyez, A est égal à 20. Alors pourtant, on a fait une fonction modifiée A qui fait A égale 80. Alors en gros, en C++, tout ce que vous passez comme paramètre de base comme ça, c'est par copie. Donc en fait là, quand on appelle modifier A, ça fait une copie de A qui est du coup cette variable là. C'est une copie de A. Elle a la valeur de A, donc 20, mais c'est pas A. Et du coup, l'intérêt d'utiliser un pointeur, c'est que par exemple, si je fais un pointeur, du coup là, il va demander l'adresse de A. Donc, hop, on fait le petit et pour créer un pointeur qui pointe du coup vers A. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, quand vous avez un pointeur, si vous voulez récupérer la valeur pointée par ce pointeur, vous faites juste la petite étoile devant. Ça va déréférencer le pointeur en gros. Et ensuite, on dit par exemple, donc A qu'on déréférence est égal à 80. Et donc si j'essaye, hop, on voit que c'est bien égal à 80. Donc ça, c'est la base des pointeurs. C'est juste un truc qui pointe vers un autre objet. C'est en gros des références, si vous préférez. Alors, t'inquiète pas, Logdog. Il y a un truc en C++ qui fait ça beaucoup mieux. Là, c'est pour vraiment expliquer la base des pointeurs. Donc, est-ce qu'il y a là des gens que j'ai perdus déjà? Alors, les pointeurs vont servir à plein de trucs. Alors là, je t'avoue que c'est dur de donner des exemples, mais tu vas voir qu'ils vont bien te servir, toi, parfois.
Oui, voilà, c'est ça. Les pointeurs, ça permet de faire du passage par référence et pas par copie. Alors, en C++, je vais le montrer, vu que ça, c'est très simple à prendre en main. Il y a les références. Alors là, c'est un pointeur, mais en C++, on a du coup les références. Donc les références, au lieu de mettre une petite étoile, on va mettre un petit « et ». Par référence, en gros, ça veut dire que tu vas passer un objet qui pointe vers notre objet. Du coup, si tu modifies cet objet, il va modifier le vrai objet qu'il y a derrière, quoi. En gros, c'est une référence, quoi. Tu références quelque chose qui existe déjà. Et là, du coup, voilà le truc plus propre qu'on peut faire en C++ sans pointeur. C'est que au lieu de prendre un pointeur, on prend une référence, donc un petit et du coup, on n'a plus besoin de mettre une syntaxe bizarre. Le compilateur va nous gérer tout ça, il va convertir ça en pointeur. Mais du coup là, ça va faire bien une référence de A. Et quand on modifie A dans notre fonction, et bah ça va bien modifier la vraie valeur. Enfin la vraie variable, pardon. Hop, 80. Alors, il y a une petite différence avec les pointeurs quand même. Parce que sinon là on peut se dire pourquoi utiliser les pointeurs. C'est que les références, on peut pas les initialiser à rien. En gros les pointeurs, si vous voulez, on peut les initialiser à 0. Comme ça, en faisant nul pointeur. C'est ça killer. Et A est pas forcément un A mais une copie. Oui c'est ça. En gros de base, ouais, C++, tout est par copie. Et du coup là on lui dit non, je veux que tu me donnes une référence du coup vers A, le vrai A. Au lieu de faire une copie. C'est ça. Et oui du coup la différence entre les pointeurs et les références, c'est qu'un pointeur, vous pouvez l'initialiser à 0, mais pas une référence. Si j'essaie de faire C est égal à nul pointeur, il va me dire non. La valeur initiale d'une référence non const doit être L-value. Bon, ça c'est les compilateurs qui disent des trucs un peu cryptiques. Mais en gros, ça veut dire que vous pouvez pas avoir une référence nulle. Et ça c'est très pratique d'ailleurs. Parce que du coup ça fait une grosse garantie sur le code qu'on écrit. Et d'ailleurs on peut aussi pas redéfinir une référence. Là par exemple je dis de créer une référence de A qui s'appelle C. Et donc là si j'essaye par exemple, je sais pas, je vais avoir un autre int y est égal 50. Et si je dis tiens j'ai plus envie que C pointe vers A mais vers Y, bah, il va me dire non. S'il a envie. Moi j'ai compilé. Ah, alors ça c'est pas normal. Alors ça c'est pas normal. C'est pas censé arriver. Pourquoi il accepte ça? Mais non, je suis pas nul. C'est pas censé arriver. Ça c'est bizarre. Le fait de pas. Hein. Parce que c'est pas. Vous êtes pas censé réassigner des références en fait normalement. Peut-être j'ai raté un truc. Hein. Ça se trouve c'est possible et je suis juste un. Je sais pas. J'ai toujours ignoré. Ça me ferait un peu chier. Hop. Je vérifie un truc. D'accord, oui. Donc on va maxer ça. Donc attends, t'es vraiment en train de me dire que ça marche ça? Oui, peut-être ils ont modifié. Hein, je sais pas. Ok, oui, bon, du coup, ça me pointe pour tout n'importe quoi, putain. Ok, bon. Bah, apparemment, d'après Visual Studio, c'est possible maintenant. Donc, ok, pourquoi pas. Hein. Du coup, vous pouvez donc apparemment repointer vers un autre objet. Alors, dans le doute, je le ferai pas, parce que le but des références de base, c'était pas de faire ça. Mais sinon, ouais, vous pouvez. Sinon, le mieux, c'est d'utiliser un pointeur pour ça. Parce que les références, c'est surtout utilisé pour les fonctions, en fait, pour les passages de fonctions en argument. Comme ça. Vous allez pas trop... Le CYY, ah oui. En gros, là, c'était juste pour que, tu vois, ma référence C, qui s'appelle C, elle référence la variable A. Et en faisant C est égal Y, je lui dis, maintenant, tu vas référencer Y. Et du coup, si je fais C est égal 30, ça va modifier Y, en fait, et plus A. En gros, c'est juste ça. Tu réassignes la référence. Et ça marche avec les pointeurs, ça aussi. Donc, je peux faire la même chose avec B. Je peux dire B, maintenant, tu pointes vers Y. Et voilà. Il va maintenant pointer vers la variable Y. Les références et les pointeurs, ouais, du coup, c'est des adresses, en gros. Oui, c'est ça, le C égale A, il sert à rien, de base C pointe à A, mais juste tout de suite après, on lui dit de changer vers Y. Du coup, oui, ça sert à rien. C'était juste pour montrer, en fait, que normalement, on pouvait pas réassigner, mais j'ai peut-être raté un truc. Ouais, tu peux l'enlever, tu peux directement faire C est égal Y. Ça a un rapport avec les fonctions free. Non.
Donc ça c'est la base des pointeurs. Est-ce que j'ai perdu des gens ou autres? Ou si ce qu'il y en a qui ont des questions? Ok, ok, bah ça c'est cool. Merde, je suis où là? Ah ok. Bah si tu veux je peux te donner des exos, hein. Ah oui merci Yuki. Si vous avez des questions sur la PO ou des trucs que je couvre pas forcément, allez-y. C'est quoi ça putain? Ah bâtard tu pointes mais... ok ok. T'es quel pointeur oui. Euh... Est-ce que je monte la location dynamique? Vu que ça a un rapport avec les pointeurs, ouais. Allez. Ok. Alors, précédent cours, pour ceux qui étaient là, j'ai montré comment faire des arrêts. Donc c'est simple. Une array de int, par exemple, on lui dit int a, et on lui dit par exemple le nombre qu'on veut, donc 20. Et du coup, bah là, si je veux par exemple dire le troisième élément dans l'array c'est égal à 20, et bah il sera égal à 20, et si je l'affiche, je devrais avoir 20. Jusque là, tout va bien. Le problème du coup de ces arrêts, c'est qu'elles sont statiques en taille. C'est qu'on peut pas les redimensionner si on a besoin. Et là, les pointeurs ils rentrent en jeu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait en C++ et en C d'ailleurs, on peut demander au système d'exploitation d'allouer de la mémoire quand on veut, comme on veut. Et donc c'est avec le biais des malloc ça qu'on fait. Donc je vais montrer les. Alors c'est pas, vous allez jamais utiliser ça en C++ quasiment, mais je vais montrer quand même parce que je trouve c'est important pour comprendre les pointeurs, etc. C'est une fonction, donc malloc. Hop. Et elle prend en paramètre. Alors la taille de ce qu'on va allouer en octets. Alors par exemple si on veut allouer un espace mémoire pour stocker je sais pas 4 int, on lui dit 4 fois et la taille d'un int en octets donc 4. Mais si alors, ça sera sûrement le cas avec quasiment tous les objets, hein, vous connaissez pas forcément la taille d'un objet exactement. Et en C++, on a un truc très pratique, c'est une petite fonction de base, sizeOf, qui vous permet de récupérer la taille d'un objet en octets. Et du coup là, on va dire à Windows d'allouer 4 fois 4, donc je suis nul en table de multiplication, mais en gros ça va allouer assez pour stocker 4 int. Et la fonction, elle retourne un pointeur. Et là, vous allez vous dire, c'est quoi ça? Elle retourne un void pointeur. Et oui, le type void en C++, c'est un type. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que void, ça veut rien dire. Alors en gros, en C++, le type void pointeur, ça veut littéralement dire que c'est un type qui pointe vers... Enfin, c'est, une variable qui pointe vers un truc, mais c'est pas c'est quoi le type. Ouais, c'est ça, on prévoit. Alors après, je montrerai qu'il y a des objets de base en C++ qui gèrent les arrays et tout. Hein. Vous n'allez pas devoir coder vos arrays dynamiques. Là, c'est juste pour montrer. Donc en gros là, notre malloc il retourne un void pointeur. En gros, le malloc il retourne juste un pointeur et après c'est à vous de caster le type. Parce que du coup là on peut rien faire avec ça. Avec un void pointeur vous pouvez juste rien faire. Vous savez juste que c'est un pointeur vers quelque chose. Mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Sauf que nous vu qu'on a codé le truc, on sait ce qu'on veut stocker. On veut stocker des int nous. Donc ce qu'on peut faire, c'est on lui dit non, moi je veux un int pointeur et on lui dit de caster. Alors pour caster en C++, il y a 3 manières, il y a 3 casts. Et oui, c'est un peu le bordel. On a le static cast, on a le reinterpret cast, on a le const cast. Alors je vais montrer les deux premiers. Celui-là, il est moins utilisé. Hop, oups, j'ai compilé. Alors, le static cast, c'est tout con. C'est juste pour caster d'un type vers un autre du moment que c'est possible. Par exemple, je sais pas, on a un bool, on veut le caster en int. On fait static cast, on met le type le type le type qu'on veut et on met genre true par exemple. Hop, et voilà. Ça va caster true, donc c'est un boolean en int. A plus c'est scope. Alors caster en gros, ça veut dire changer de type. Ouais, c'est ça, c'est réinterpréter le type. Il
y a plusieurs moyens de caster. Là, tu vois, ce que je fais, c'est un cast statique. En gros, c'est un cast genre safe en quelque sorte. Un boolean, si tu veux, si tu veux, c'est un nombre. Donc là, on peut caster notre boolean en int, parce que c'est un nombre. Ça marchera. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de caster un void pointer. Ouais, c'est en gros, la true, si tu veux, c'est un boolean, et je l'ai casté en int, pour que ça donne un int. Là, le problème, c'est que si vous voyez, si on fait ça, il va nous dire non. Ouais, c'est ça, killer. Tu peux forcer un bool en int en faisant un cast. Le static cast, il est safe. Il vérifie les types avant pour voir si c'est un truc possible. Et là, le static cast, il nous dit non, ça c'est pas possible. Et ce qui est normal, un void pointer, comme je vous ai dit, ça a pas de type. Du coup, il va pas vous laisser caster comme ça. Et là, on a un autre cast qui lui est très dangereux quand on l'utilise mal. C'est une array interpret cast où vous allez carrément forcer, sans vérification du compilateur, de caster un type vers un autre. D'ailleurs, je devrais mettre ça. Hop, comme ça. Et là, du coup, vous allez lui dire, et bah tu me forces mon void pointer en in pointer en gros. Il va être forcé. Et du coup, là, par contre, vous avez aucune garantie que votre cast, il est safe en gros. Ça se trouve, vous allez faire un truc très dangereux et vous allez pas vous rendre compte, ça va créer des bugs, vous savez pas. Mais en tout cas, pour le malloc, vous serez obligé de toute façon et c'est safe. Et du coup, là, c'est ce qui nous permet d'avoir un pointeur de int. Enfin, vers notre array plutôt. Enfin, l'espace qu'on a alloué. Alors là, maintenant, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ce qui est très pratique en C++. C'est dangereux parce qu'en gros, ça te fait pas de vérification si tu veux quand tu compiles. En gros, tu vois, si avec un réinterface cast, tu peux caster un nombre en personnage par exemple, ou un nombre en string, tu vois. Et ça, c'est pas normal, tu sais pas censé en faire, mais tu peux avec ça. C'est pour ça que c'est très dangereux, si on l'utilise mal, bien sûr. Parce que du coup, tu peux convertir vers un type qui est pas prévu, et ça pourra faire crash ton programme. Alors, du coup, là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre pointeur comme une array. Ça, c'est un truc très pratique avec les pointeurs. C'est qu'en fait, la syntaxe array, elle fonctionne avec les pointeurs. Donc je peux faire genre pointeur à 0 est égal à 20. Et après print, du coup, pointeur 0. Et là, ce sera comme une array. Et là, on devrait avoir 20. Voilà. Tiens, pourquoi on est en double? Ah, parce que j'ai mon array dessus, d'accord. J'avais pas vu. Et voilà. Et là, du coup, on a fait une array, mais nous-mêmes. Donc, en passant directement par la RAM. Et du coup, bah après, vous faites 1, 2, 3. C'est comme vous voulez. Ouais, il faudra pratiquer, ouais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs syntaxes pour travailler avec les pointeurs. Donc ça, c'est la syntaxe array. Vous pouvez aussi faire ça si vous êtes des fous. Hop, donc là, c'est en gros là on déréférence pointeur. Et ça va direct nous amener au premier élément. Vu que le premier élément il est stocké à 0. Donc en gros bah, là où est l'objet. Et du coup on peut faire pointeur plus 1, plus 2, plus 3. Et ça revient à faire ça. Alors utilisez ça, hein, faut pas vous infliger ça. Des exos, ouais je pense que je donnerai des exos. Surtout pour les pointeurs, c'est assez chaud. Genre je ferai des exercices simples en mode alloué en espace mémoire, stocker un int et c'est tout quoi. Hop, je vais mettre size of int. Et voilà. Et là du coup ça c'est la même syntaxe, mais. Enfin ça fait la même chose mais avec deux syntaxes différentes. Ouais ok, je ferai ça, je ferai ça. Alors là, le danger d'ailleurs, c'est que notre mémoire, on la loue, mais on la libère jamais. Donc en gros là, on a créé ce qu'on appelle une fuite de mémoire. En gros, une fuite de mémoire, c'est quand vous allouez de la mémoire, mais vous ne la libérez jamais. Du coup, bah en gros, vous allez gaspiller de la RAM pour rien, quoi. Parce que vous avez de la mémoire qui vous sert plus, mais que vous laissez allouer. Alors, du coup, pour libérer de la mémoire, on sait, c'est juste free et le pointeur. Et voilà, ça va libérer la mémoire. Et du coup, après, là, le pointeur, il devient plus valide. Donc si vous essayez par exemple de faire ça, juste après avoir libéré un pointeur, vous allez avoir un crash. Donc je peux essayer, hop. Parce qu'en fait, vous allez essayer de lire un espace mémoire qui n'est plus à vous. Vu que vous l'avez libéré en fait. Donc je peux essayer. Et j'ai pas crash. Pourquoi Bah j'ai pas crash, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que j'ai essayé des exceptions. Je sais plus où c'est, putain. Bah ça va crash en gros.
Ouais, c'est ça en gros killer. En gros, si tu veux, quand tu alloues de la mémoire, tu vas dire à Windows, ok, cet espace mémoire là, c'est à moi. Aucun programme peut y toucher. Et libérer, ça veut juste dire, ok, c'est bon, je n'ai plus besoin, tu peux le donner à un autre programme qui en a besoin. En gros, c'est ça. Et du coup, si tu essayes d'accéder à de la mémoire qui a été libérée, bah tu vas avoir un message access violation. Et ça, c'est une erreur, vous avez peut-être déjà vu en jouant à des jeux, genre access violation read ou write. En gros, c'est ça, ça veut juste dire qu'un mec a lu un pointeur, enfin a utilisé un pointeur qui pointe vers un objet où il a plus le droit en fait d'y accéder. Ah, c'est un nul. T'as dit quoi, Alex? Carte définie, tu guettes pas. Ah, je sais pas. Ah, peut-être. Mais en tout cas, ça va cracher si on le gère mal. Voilà, donc ça, c'est la mémoire dynamique, du coup. C'est la mémoire qu'on peut allouer comme ça qu'on veut. Ça marche pas parce qu'elle existe plus. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, ce que tu as stocké, ça reste en RAM, en fait. Genre, si tu mets 20, il va rester 20 en RAM. C'est juste que ça t'appartiendra plus, en gros. Parce que du coup, Windows est un système qui gère la mémoire, et c'est pour ça qu'on doit allouer et free la mémoire en fait. C'est parce que sinon tous les programmes ils pourraient écrire où ils veulent et ce serait le bordel. Ouais, c'est ça, tu peux plus l'utiliser. C'est interdit. Si tu le fais, c'est un crash instant. Alors voilà. Donc ça c'est la méthode qui marche en C. Donc c'est ce qu'il y a de base en C, qui je trouvais bien. Mais en C++, on a beaucoup mieux. Un truc 1000 fois mieux, qui est plus clean. Hop, donc en C++, vu qu'ils sont très sympas, crash du programme, pas du PC, juste le programme. En C++, ce qu'on a de base dans la lib standard, c'est un type vector, un type array quoi. Donc on peut l'utiliser en faisant include vector. Et voilà. Non, c'est pas le PC qui crash. Alors le PC, si tu le fais crash, c'est que t'es en train d'écrire je sais pas, un pilote quoi. Donc pour l'utiliser, bah du coup, voilà, std vector. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours, std, pardon, 2.2 points, c'est la syntaxe qu'on veut utiliser un type qui a dans un namespace. Là par exemple, le vecteur est dans le namespace std, qui veut dire standard quoi. Donc comment ça s'utilise? Alors, c'est tout con. C'est quoi le module? Alors le module c'est vector. Juste vector comme ça. Alors c'est un nom bizarre, hein, mais en gros c'est l'équivalent d'une liste en C#. Pareil en Java, je crois, aussi. Et c'est juste en C++, vu que je sais pas, on est original, j'imagine, bah nous ça s'appelle vector. Et là du coup, il va mettre une erreur si vous faites ça parce qu'il attend un type en fait. Et du coup, on lui dit, par exemple, int. Là du coup, ça va nous faire un array de int. Et là, si on veut rajouter un élément, et ben on fait juste array, point. Alors c'est pas add, c'est encore bizarre la syntaxe là, mais c'est push back. Et genre 20 par exemple. Alors ouais, je l'ai pas appelé, voilà. Donc pushback c'est l'équivalent dans add quoi. On va ajouter dans notre array 20. Ouais, j'avais oublié. Et là du coup c'est bien une array qui est redimensionnée. Donc là oui, elle gère tout, toute la mémoire, les free et malloc c'est elle qui gère, vous avez rien à faire. Vous l'utilisez juste, ouais, ajoute-moi ça. Et du coup après si je print ce qu'il y a dans l'élément, enfin l'emplacement 0 pardon. Donc je fais array avec la même syntaxe que les arrays qu'on a eu juste là quoi. Et si j'essaye, bah ça va marcher. Et ça, c'est la façon moderne de gérer les arrays en C++. On sait pas chier. Et voilà. Enfin, on sait pas chier, on le code pas. Là, le pourcentage nous donne tout. Et du coup, si on veut enlever un élément, alors le C++ et la libre standard pardon est vraiment bizarre sur ce coup-là. Si on veut enlever un élément, en gros, on doit faire erase. On peut mettre juste 0, je crois. Non, ça marchera pas, ouais. Alors, j'expliquerai ça peut-être à un autre cours. Je vais pas expliquer pourquoi je fais ça, hein, parce que c'est assez chaud à expliquer. Mais en gros, on doit faire ça. J'expliquerai pourquoi. Sûrement un prochain cours où je montrerai comment itérer, etc. Mais en gros, si vous voulez enlever quelque chose dans une array à un emplacement précis, on doit faire comme ça. Donc on doit prendre array.begin plus l'emplacement. Donc là, c'est 0 par exemple. Donc je pourrais directement faire ça d'ailleurs. Mais je vais laisser le plus 0. Et du coup, là, si j'essaie de print, je vais avoir une erreur. Voilà. Vector subscript outre-range. Donc en gros, là, ça veut dire que t'as essayé d'accéder à un emplacement qui n'est pas compris dans ce que l'array a, quoi. C'est ce que veut dire l'erreur. Ah, c'est la seule erreur qui a marché.
Ouais, les arrays en C++ sont très bizarres. Mais en général, la lib standard C++, elle est relou, elle est mystique un peu, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, en fait, c'est un itérateur. J'expliquerai de toute façon ce que c'est les itérateurs. Mais en gros, ouais, on part du début, et ensuite on va là où on veut, quoi. C'est une syntaxe assez bizarre, mais qui est pratique. Ah oui, d'ailleurs, alors, là, si vous voulez initialiser une array, au lieu de faire genre comme un con, de faire genre hop, hop, on fait plein de pushback à la suite, ce qu'on peut faire, hop, c'est directement faire comme ce que j'ai montré la dernière fois. C'est d'initialiser avec une liste, quoi. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et voilà. C'est plus propre quand même. Ça, c'est de l'initialisation par liste. C'est ça le nom. C'est ça le nom. Ouais, tu peux faire sur une ligne. Là, je fais comme ça parce que je préfère avoir tout séparé, mais ça marche aussi. Le C++, tu vas voir, t'as pas de restriction de ligne comme le Python ou de trucs comme ça. Tu peux genre faire ce que tu veux. Si je veux, là, je peux tout coder sur une seule ligne, ça marchera, le programme compilera, quoi. Bah, je le fais pas, hein, mais c'est possible. Tu vois là, hop, ça marche aussi. Ouais, ça c'est un problème du Python, c'est qu'il te force à faire de l'intentation et tout. Intentation. Je vais reçu un message. Ok. Et du coup, bah voilà, ce type, alors je vais montrer comment for loop. Alors, il y a deux façons de for loop, il y en a une qui est bête, et l'autre qui est très bien. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vous ai montré comment faire une for loop en C++. C'était for int est égal à 0, i est en dessous de... Alors là, du coup, si vous voulez récupérer la taille de l'array, il y a une fonction size. Hop, size. Voilà, donc ça c'est une for loop. Donc on crée une variable i qui est égale à 0. Tant que i n'est pas arrivé à la fin de l'array, et ben on ajoute un i. Donc ça va faire 0, 1, 2, 3 jusqu'à qu'on arrive à la fin. Là je peux par exemple afficher quoi. Donc array i. Moi je suis en plus i. Je trouve ça, je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Voilà, et là si j'essaye du coup, voilà, 10, 30, 20, 30, 40, 50, 60. Et on a une autre for loop en C++, enfin en fait on en a trois types. Là je vous montrerai le deuxième, c'est une for each loop. On peut faire ça, for int i 2 points array. Voilà. Et là du coup bah voilà, ça va faire exactement la même chose que ce qu'on a en haut, mais en syntaxe beaucoup plus pratique. Parce qu'il nous donne directement en fait l'objet. Ah ouais, alors il y a aussi les itérateurs. Bah en fait les itérateurs je voulais montrer ça dans un autre cours. Parce que c'est un truc assez dur à comprendre aussi. Mais ouais, je vais peut-être montrer quand même. La troisième façon de faire, c'est, ouais, comme a dit Lucky, les itérateurs. Alors c'est rare à utiliser, mais parfois on en a besoin. Si on veut itérer une array à l'envers, par exemple. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs. Si on veut itérer une array à l'envers, je vais vous montrer. Si un jour vous avez besoin de ça, vous pouvez faire ça. Alors, auto it, donc en gros itérateur est égal array.begin. En gros là, on va partir du début. R begin, en gros si vous voulez, ça va vous retourner un itérateur. En gros, il y a un itérateur, voyez ça comme juste un pointeur vers un élément dans l'array. Donc RBegin, ça va du coup nous donner un pointeur vers la fin de l'array. Parce que le R dans begin veut dire reverse, donc du coup ça va prendre la fin. Et tant que il n'est pas égal au Rn, donc en gros tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, et ben on incrémente, simplement. Et du coup là, pour déréférencer un élément qui est dans un itérateur, c'est comme un pointeur, hein. Voilà, la petite étoile. Et là, ça va faire exactement comme notre code au-dessus, sauf qu'on va avoir les nombres à l'envers. Parce que du coup... non, ça marche pas. J'ai dû me manquer un truc. 60. Ok. Alors, j'ai peut-être dit de la merde, hein. Parce que j'en utilise pas beaucoup des itérateurs, ça se trouve, oui, ouais. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être faire moins, quoi, pour partir du début. Ah, bon, ok. Non, c'est pas le point virgule, ça doit être un truc tout con que j'ai pas. Je vais juste voir sur internet. J'en utilise pas énormément d'itérateurs comme ça, du coup, je connais pas forcément l'utilisation. Ah, d'accord, bah c'est de ma faute en fait.
D'accord, d'accord. En fait, non, je suis très con. En fait, ça nous donne directement l'élément, je suis con en fait. On n'a pas besoin de faire array et tout. Incrément past. Ah ouais, du coup, faire plus plus. Oui, bah c'est bon, on fait tous des erreurs. Hein. Le C++, c'était chaud quand même. Mais moi, je galère. Et voilà, là, on a un truc à l'envers. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ouais, ça marche aussi, c'est ce que t'as envoyé, Logdog. Ah non, non, c'est bon, mets 5 étoiles. Alors non, les for loops, c'est juste pour itérer sur une array, en gros, pour traverser tous les éléments. Si tu veux ranger, il y a des trucs de base en C++, je vais pas les montrer encore, parce que ça utilise une syntaxe assez chelou, mais il y en a. For each, non, c'est pareil, c'est aussi pour itérer. Bah si tu veux vraiment, je peux te montrer, mais par contre, tu risques de pas comprendre. Hein. Si je veux ranger une array, c'est hop, comme ça. La syntaxe en C++ de base, c'est ça. Hop, hop, hop. Voilà. Là, par exemple, je range dans l'ordre croissant, si j'ai pas de conneries, une array. Alors, c'est assez chaud à comprendre comme syntaxe. Hein. Mais il y a tout de base, si tu veux, pour ranger une array. Et voilà, tu peux maintenant faire randonnée simulator. Tu es un dev C++ pro. Ça sert à itérer, killer. Si par exemple, imagine, t'as une liste de joueurs, et tu veux, par exemple, je sais pas... Bah regarde, killer, imagine par exemple, t'as des hints là. Imagine, je sais pas, t'as envie d'afficher tous les hints au mec. Bah du coup, tu vas faire une for loop, enfin for each, pardon. Hop. Et tu vas afficher quoi, tout ce qu'il y a dans l'array. Ça t'évite en fait de faire à la main i0, i1, etc. pour afficher quoi. Là, il va directement tout traverser de lui-même. Alors, Logdog, il y a une sorte, en gros, comme en fait, il y a une proposition qui a été faite, c'est qu'on puisse faire ça, mais ils l'ont refusé, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve, du coup, oui, on doit faire des syntaxes bizarres. Mais après, il y a un plus à ça. Hein. C'est ça, oui, il prend tout ce qu'il y a dans le tableau. Il va partir du premier élément, et il va tout traverser, et ça sera stocké dans i. C'est ça, ouais, tu pars tout le temps de 0. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, la traduction, c'est... Je crée une variable i, tant que je suis pas arrivé à la fin, i est égal élément actuel. Et tant qu'il est pas arrivé à la fin, il va aller au prochain élément, tu vois. Et quand il arrive à la fin, il va se dire, ah, il n'y a plus rien après, c'est fini. Et il sort de la for each. D'ailleurs, un truc que j'ai pas montré au premier cours, j'aurais peut-être dû. Oui, c'est ça. En gros, enfin, un truc qu'on peut faire en C++, imaginez, je sais pas, on fait du code et on se dit, tiens, si on arrive à 30, et bah j'ai envie de sortir de la for loop. Et bah on sait plus, c'est juste if it égale 30, break. Hop. En gros le break, ça va dire tu sors de la for loop. Donc si j'essaye, on voit bien que quand on arrive à l'élément 30, on est sorti de la for loop parce que ça l'a pas affiché, et du coup ça a arrêté carrément toute la for loop quoi. Dans le style, on a un autre truc, c'est continue. Ouais, c'est ça le continue. Et lui, le continue, c'est l'inverse. C'est qu'il va revenir au départ, enfin il va prendre le prochain élément en fait. Il va totalement skipper 30. Alors ça met pas 30 en gros parce que tu vois, j'ai break avant d'afficher. Du coup, on est sorti en fait là. À ce point-là, on est sorti de la for loop. C'est pour ça que ça n'a pas affiché 30. Si j'aurais mis le break ici, tu vois. Si j'aurais mis ça là. Tu vas voir, on va avoir le 30. Puis ensuite, ça va partir de la for loop. Voilà, regarde. On a 30 et là, c'est sorti ensuite. Ouais, bah oui, genre, je t'ai montré du coup, tu fais ton code et ensuite, à la fin, tu break. Tu fais tout ce que tu veux là, avec le nombre 30. Et après, tu break. Et oui, du coup, il y a le continue et lui, il va skip 30. Ça va faire la même chose. Sauf que là, on va du coup avoir 10, 20, 40, 50, 60. Voilà. 10, 20, 40, 50, 60.
Alors ouais, il y en a, ils aiment pas les breaks, ils préfèrent qu'on fasse ça. Donc si i n'est pas égal à 30, hop, tu me fais tout ça. Ça marche aussi. Hein. Hop, comme ça. Perso, moi je suis en partisan des breaks, parce que j'aime bien. J'aime pas les ifs comme ça. Mais ça marche aussi, ça fait la même chose. Hein. Hop. Alors les flags, j'expliquerai aussi, d'ailleurs, si ça intéresse déjà. Ouais, voilà, bah comme j'ai fait là, par exemple, tu vois. Je teste si i n'est pas égal à 30. Voilà. Donc là, c'est une manipulation de base, de break et continu. D'ailleurs, tiens, un truc que j'avais pas montré au précédent cours, j'aurais dû montrer, c'est la while loop. Donc la while loop, en gros, c'est un peu comme une for loop, sauf que elle, au lieu d'avoir un nombre et de l'incrémenter ou faire ce que vous voulez dessus, elle va vérifier une condition. Par exemple, tant que, je sais pas moi, je me crée un boolean, je sais pas, bg, voilà, qui est false, et tant que bg est false, donc c'est ce que ça veut dire, ça, tant que, alors je peux l'écrire comme ça si vous voulez, tant que bg est égal à false, et bah, je sais pas, il va m'afficher false, hop. Là j'écris une boucle infinie d'ailleurs. Donc là si je lance, ça va m'afficher bg, enfin false pardon à l'infini, voilà, ça va pas s'arrêter. Et donc si à un moment dans votre code on fait, je sais pas, il y a du code, blabla, là on met bg est égal à true, du coup ça va bien nous sortir de notre while loop en fait. Voilà, ça l'a fait qu'une fois, on l'a mis à true, et du coup il a quitté. Et on a aussi une variation de la while loop, c'est la do while. Alors c'est quasiment la même chose, sauf qu'en fait, si vous voulez la différence c'est que, alors, voilà, c'est comme ça. La différence c'est que la while loop, il va tester la condition, il va exécuter le code, alors que le do while, il va faire le code et ensuite il va tester. Donc du coup là par exemple si bg est égal à true de base, et ben en fait on va voir que, alors hop, hop, avec la do while par exemple on va voir qu'on va avoir affiché un false de base en fait, tout simplement. Voilà, on voit bien le false. Mais avec notre while loop normal, en fait, il y aura rien affiché parce qu'il va déjà regarder si, alors merde, parce qu'il va regarder si bg est égal à false. C'est pas le cas, du coup, il va juste pas exécuter le code en fait. Et du coup, le do while il peut servir dans certains cas quand vous voulez exécuter du code avant de faire une vérification. Et voilà, ça c'est les while loops du coup. C'est très pratique. Il y a des questions? Ouais, c'est comme en Python, comme quasiment tous les langages, t'auras ça, tu vois, des while loops, etc. Ok, ok. Il est quelle heure? Ah bah ça va être la fin de toute façon du cours. Alors vous en avez en pensé quoi? J'ai essayé d'être un peu plus lent là pour les pointeurs parce que c'est assez chaud à expliquer. Je sais pas si j'ai mal expliqué les pointeurs. J'ai l'impression. Ah, attends, vas-y, je t'admute. Ouais, bah, le cours était très bien. Sur la PO, c'était cool et tout. Sur les pointeurs aussi, je connaissais pas. Juste, si j'aurais une petite suggestion à faire, bah, Ouais, le cours, il faudrait peut-être préciser, par exemple, la PO, préciser avant le cours, bah, par exemple, mieux vaut avoir quelques connaissances, genre savoir au moins ça, ou ce cours est destiné plutôt à des débutants ou à des intermédiaires, ce ouais, genre de choses comme ok. ça, histoire que histoire que le public il soit pas non plus trop perdu, qu'il n'y ait pas trop une différence et que, enfin voilà, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Bah, ouais, la prochaine fois, je préciserai que j'explique pas les bases ouais, de la PO et qu'il faut avoir des connaissances. Ok, ok. Ouais, Euh, voilà. Mais après, voilà, euh, au moins, ça permet à Killer d'apprendre des choses, c'est cool. ouais, un rappel. Ouais, je pense que je ferai un rappel sur les pointeurs, ouais, parce que c'est très très chaud à prendre en main. Ouais, je sais que j'écris vite. J'ai essayé d'écrire un peu plus lentement, même si c'est chaud pour moi hein, d'écrire lentement. Ouais, parce que Ouais, du tu vas coup. vite, hein. Bah, Ah ouais, j'ai très vite. Moi. ouais, j'ai vu ça. Bah, ça, en même temps, c'est normal, quand tu fais un truc facile, t'as pas envie d'aller doucement, c'est facile pour toi, du coup, Ouais, tu c'est te dis, ça, ouais. ok, Ah, ouais, je c'est suis encore en normal. AZERTY, t'inquiète, Lucky. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'habitude, mais ouais, je vais essayer un peu de ralentir et de bien faire en sorte que tu vois. Parce que oui, du coup, t'avais pas vu le Niclus Vector. Ouais.
Ça d'ailleurs, je crois que j'avais fait un truc. Attends, voilà. J'avais fait un test d'écriture et j'avais un putain de score, mais j'arrive pas à le retrouver. Si vous voulez voir mon score, hein. Voilà, c'est le moment où je monte mon ego. Allez, allez. Ah voilà. J'ai retrouvé le site. Concours de bits. Ouais, de rien pour le cours. Du coup, ouais, je pense le prochain cours, on va aborder. On va déjà faire un rappel sur les pointeurs pour être sûr. Et je pense, alors j'avais noté ça. Donc rappel sur les pointeurs et du coup on va faire. Alors les classes c'est bon, les pointeurs c'est bon aussi. Ok ouais. Je pense que je vais me faire un exemple le réel, enfin un petit jeu, je sais pas, peut-être on va en faire un petit jeu comme ça. Je pense que ça pourrait peut-être aider les gens. Alors je ferais peut-être pas ça en sous forme de cours du coup, mais faudra que je vois encore. Mais ouais déjà je pense que je vais faire un rappel de pointeurs, je vais montrer. En fait je sais pas trop ce que je pourrais montrer sans perdre en fait. Parce que les pointeurs c'est vraiment la base. Hmm. Ouais, au pire, je peux faire un petit jeu simple à la con, oui. Genre un truc du style mot random. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Du coup, ah oui, est-ce qu'il y en a qui veulent des exos? Des trucs, genre des petites questions et tout que je leur donne et ils me donnent ça en MP pour que je vérifie. Ok, ok, killer. Alors attends, je vais faire un truc en 2 spi. Ah ouais, je veux bien le key web. Parce que moi, les schémas, pas ouf. Je veux bien que tu m'envoies ça, ouais. Merci. Vas-y, killer, je te fais quelques exos. Je vais les mettre aussi dans le vocal, c'est pour ceux qui veulent. Ouais, non, t'inquiète, prends ton temps, hein. De toute façon, je suis pas comme les profs à dire tu le rends pour demain. Bon, je m'en fous, si je le rends jamais, c'est pas grave.